Dans le calme feutré des couloirs de l'hôpital, l'atmosphère habituelle de travail est aujourd'hui bousculée par un événement d'envergure nationale. Les discussions vont bon train entre les membres du personnel et les visiteurs, chacun y allant de son commentaire et de sa propre vision du civisme. Au détour d'un couloir, deux collègues partagent leurs impressions de manière assez tranchée. L'un d'eux exprime son admiration sans borne en affirmant que, franchement, il a 100% de respect pour ceux qui donnent leur sang gratuitement. Son interlocuteur, beaucoup plus pragmatique, voire un brin cynique, réplique aussitôt que, de son côté, à moins de 5 que le litre, il ne lâche pas son sang, ajoutant qu'il ne voit vraiment pas où est le mérite, puisque personne ne les oblige à faire cela. Le premier insiste, désireux de faire valoir son expérience personnelle, et lui demande de l'écouter un instant pour lui dire un truc bien précis, à savoir qu'il donne son sang 2 fois par an et qu'il n'a jamais demandé d'argent en échange de ce geste. Le sceptique, un brin moqueur, concède alors avec ironie qu'il est vraiment un mec bien, ce à quoi le généreux donateur répond qu'il fait cela juste pour le plaisir, avouant même qu'il lui arrive parfois, simplement pour délirer le week-end, de se faire des petites prises de sang, après quoi il jette le sang dans l'évier, affirmant en avoir jeté 6 litres la dernière fois. Pendant ce temps, la direction s'active car la pression monte d'un cran avec l'arrivée imminente des médias. Le responsable du service interpelle ses équipes pour les avertir que la télévision vient d'arriver et qu'il compte sur tout le monde pour être absolument irréprochable. Un employé, adossé au comptoir, répond avec assurance que ce sera comme d'habitude pour sa part. Mais le responsable le détrompe immédiatement en affirmant que, justement, ce ne doit pas être comme d'habitude, révélant au passage que l'employé l'a mal pris lorsque, plus tôt, il lui avait dit qu'il le trouvait maigrichonne. Soudain, le regard du chef se pose sur une table encombrée de nourriture, ce qui le pousse à s'interroger sur la provenance de tous ces sandwichs. Un infirmier lui explique alors que ces provisions sont prévues pour la prise de sang. Prenant conscience de la situation, l'un des agents murmure qu'il vaut autant le prévenir, car si le personnel est tout à fait au court pour faire un garrot, ils ne sont en revanche pas assez pointus lorsqu'il s'agit de faire une piqûre, insistant lourdement sur le fait qu'ils ne sont pas assez pointus. Par contre, ajoute-t-il avec malice, pour prendre des forces après une bonne prise de sang, ils ont la mensuration idéale, avant de conclure de toute façon que, pour sa part, il n'en a rien à foutre puisqu'il ne mange pas de porc. L'équipe médicale s'approche ensuite d'un autre employé particulièrement récalcitrant, qui refuse catégoriquement de se soumettre à l'exercice en déclarant qu'il est désolé, qu'il ne peut pas, que c'est interdit et qu'il ne veut pas de hell-off. Malgré ses protestations, l'infirmière reste ferme et lui annonce la procédure standard qui consiste à se mettre en slip, chaussettes, puis à piquer. Pris de panique, l'homme proteste, demandant pourquoi cela tombe sur lui, avant de révéler d'un ton embarrassé qu'il n'a pas de slip sur lui. Cherchant une échappatoire, il pointe du doigt une collègue qui passe par là et suggère de lui demander à elle de piquer, prétextant qu'au vu de sa corpulence, elle a plein de sang. La collègue, outrée par cette remarque, intervient immédiatement pour signifier qu'elle se mêle de l'histoire, mais l'homme insiste lourdement, lui demandant de ne pas faire sa radine et de donner un peu de sang. Face à cette situation bloquée et lasse de voir tant de résistance, une autre employée prend les devants et déclare que, puisque tous les autres sont des lâches, elle va y aller, mais au moment où l'aiguille approche, elle ne peut s'empêcher de s'écrier que ça pique, que ça pique. Un de ses camarades, observant sa tenue excentrique, lui demande alors ce qui s'est passé au niveau de sa ramble, l'avertissant que sa mère va lui faire la gueule et qu'elle n'aurait pas dû taper les rideaux de chez elle pour se vêtir, car ce n'est pas bien. Vexée par ses commentaires, elle tourne les talons en lançant que, puisque c'est comme ça, ils feront sans elle. L'attention du personnel se porte alors sur un certain Aimé, bien décidé lui aussi à échapper à la piqûre. L'infirmière lui répète la consigne, lui disant de se mettre en slip, chaussettes, et de donner son bras pour qu'on pique. Aimé rétorque immédiatement que, pour lui, ce ne sera pas possible. Devant l'insistance de sa collègue qui lui demande pourquoi, il s'énerve et répète que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas possible, un point c'est tout. Alors qu'on lui demande à nouveau une explication, il lance une formule imagée en anglais, demandant à Stan de lire sa braguette, pour réaffirmer l'impossibilité de la chose. Son supérieur intervient pour rappeler que tout le monde doit donner, ce à quoi Aimé répond qu'il est tout à fait prêt à donner, mais autre chose, demandant sérieusement si, en donnant un peu d'urine, il peut obtenir un sandwich en échange. Pendant ce temps, dans le hall principal de l'établissement, les projecteurs s'allument et le tournage du reportage télévisé commence.
La journaliste prend la parole face à la caméra pour annoncer qu'en cette journée nationale du sang, leur chaîne s'est associée à l'opération Flacon Rouge. Elle se tourne ensuite vers un éminent spécialiste pour lui demander, en un mot, comment convaincre les téléspectateurs de donner leur sang, et ce qu'il a à leur dire. Le professeur, adoptant un ton d'un réalisme saisissant et presque dramatique, invite alors le public à imaginer simplement une seule seconde leur propre enfant percuté par un camion de 12 tonnes en train de se vider comme un porcinet sur le bord de la route. La journaliste, un peu déstabilisée par cette description brute, acquiesce en disant qu'elle voit tout à fait. Le professeur continue sur sa lancée, décrivant ce tout petit enfant fumant, répondant au nom de Kevin, un Kevin complètement écrabouillé contre le trottoir, avant d'ajouter solennellement qu'ils ne peuvent le ramener à la vie que grâce au sang des donateurs. Estimant que le message est passé de manière extrêmement claire, la journaliste reprend le fil de l'interview. Le médecin en profite pour valoriser son quotidien, expliquant que, dans son service, il ne se passe pas un seul jour sans qu'ils aient besoin de pratiquer ce système de tuyaux plein de sang qu'on plante dans le bras. La journaliste l'aide à trouver le terme exact en prononçant le mot transfusion, ce que le professeur valide immédiatement en affirmant qu'il le savait, un membre de l'équipe se portant d'ailleurs témoin de sa connaissance. Alors que le médecin s'apprête à poursuivre ses explications de manière assez familière en évoquant un supposé individu, la journaliste l'interrompt poliment pour orienter le reportage vers les usagers, demandant ce que fait exactement à cet instant précis la personne âgée avec qui elle vient de parler. Un employé s'immisce dans la conversation pour faire remarquer que cet homme a toujours été là, bien que personne ne sache trop ce qu'il fait, restant tranquille à observer les passants. Un peu plus loin, 2 agents de l'hôpital observent une jeune femme qui s'entretient avec la presse. L'un d'eux affirme avec conviction qu'il connaît cette fille et jure qu'il l'a déjà vue quelque part. Son compagnon lui répond que c'est tout à fait normal, puisque c'est elle qui présente le journal télévisé régional. L'autre insiste, persuadée de la connaître d'un autre contexte, et son collègue lui confie sur un ton de confidence qu'elle a également tourné dans des petits films dont elle n'est pas très fière, évoquant des productions avec des distanciers et des accessoires. Malgré ces révélations, l'homme persiste à dire qu'il la connaît personnellement, provoquant l'incrédulité de son ami qui lui demande de s'il vous plaît arrêter et qui lui rappelle qu'il prétend aussi connaître Sifé-Jimmy. L'homme demande alors s'il est possible de lui présenter cette journaliste, car il aime beaucoup ce qu'elle fait, la comparant à la femme de Steve Austin, l'homme qui voit dans les 40 ou 50. Devant le scepticisme ambiant, il maintient sa position, affirmant que s'il dit qu'il la connaît, il ne voit vraiment pas pourquoi il irait inventer une histoire pareille, tandis que son interlocuteur conclut qu'il dit simplement n'importe quoi. Soudain, un patient installé dans la salle d'attente s'adresse au personnel pour demander si on peut lui mettre la chaîne numéro 2, ce qu'on lui accorde bien volontiers. À l'écran, le message de sensibilisation continue, rappelant que tous les centres hospitaliers de la région comptent sur la générosité de la population et qu'il faut donner son sang pour les accidents. Profitant de la présence des caméras dans les locaux, Aimé décide de s'incruster dans la séquence et demande s'il peut profiter de l'opération pour dire un mot. La journaliste, prise au dépourvu, l'y autorise. Aimé s'adresse alors directement au public pour annoncer qu'il cède une voiture de modèle Renault Fuego pour la modique somme de 5 000 francs. Il précise qu'elle est en très bon état, qu'il y a très peu de rouille et qu'elle n'a que 12 km au compteur. Il termine son annonce en donnant le numéro de téléphone 01 53 69 68 71 ou en indiquant qu'on peut le joindre sur le portable de son frère. Après son intervention, il se tourne vers ses collègues pour savoir s'il pense que les gens ont eu le temps de noter le numéro de son frère, ce qui lui vaut d'être traité de connard par l'un d'eux. Le responsable du service interpelle ensuite Aimé pour lui faire remarquer qu'entre 2 petites annonces, il lui reste évidemment un petit peu de temps pour aller faire sa prise de sang, lui rappelant qu'il aura même droit à un sandwich. Aimé décline l'offre en expliquant qu'il en a déjà mangé 3 aujourd'hui et qu'il est totalement ballonné, invitant son chef à regarder son estomac. Le cadre insiste en lui faisant remarquer qu'il est le seul du service à ne pas avoir donné son sang. Aimé, fidèle à son esprit provocateur, lui demande s'il veut absolument un échantillon de son corps ou si c'est son ADN qui l'excite. Son supérieur, exaspéré, lui répond qu'il est complètement barré et lui laisse jusqu'à la fin de la matinée pour régulariser sa situation. Aimé s'éloigne en bougonnant, se demandant si donner est son véritable métier, alors que son rôle consiste plutôt à prélever. Toujours obsédé par sa certitude, l'employé qui affirmait connaître la journaliste s'approche d'elle dans le couloir.
Il l'aborde poliment en lui disant qu'il cherche la journaliste qui réalise le documentaire sur l'hôpital. Elle lui confirme que c'est bien elle. L'homme lui fait alors remarquer qu'elle est beaucoup moins ressemblante qu'au naturel et qu'elle fait plus petite qu'à la télévision, ce à quoi elle répond par un simple merci poli. Son collègue arrive à la rescousse et lance à la journaliste que son ami prétend qu'ils se connaissent très bien et qu'ils ont même fait du hammam dans la forêt. Devant l'air outré de la jeune femme, le premier homme tente de se défendre, mais la journaliste coupe court à la conversation en déclarant qu'elle n'a pas de temps à perdre avec ses balivernes. L'homme insiste, lui demandant si son visage ne lui dit vraiment rien, mais elle réplique que cela lui rappelle juste qu'elle doit amener son chien chez le vétérinaire. Choqué par la comparaison, le collègue s'exclame que ce n'est pas bien de dire ça et que le premier n'est pas un chien, mais la journaliste s'éloigne déjà en appelant son chien Rex pour partir. Dans une salle de soins voisine, un donneur régulier termine sa séance. Il salue le médecin en lui disant que c'était un peu long mais que c'est normal. Le docteur lui remet ses affaires et le donneur le remercie chaleureusement, soulignant qu'il va avoir besoin de force. Le médecin lui offre un bon sandwich, et le donneur, ravi, lui demande s'il peut lui en remettre 1 litre, un dernier pour la route, tout en réitérant ses remerciements. Le médecin lui répond simplement que c'est son métier. Au même moment, dans le couloir, une discussion s'engage sur la tenue vestimentaire de la jeune femme qui avait quitté le groupe plus tôt. Un collègue lui avoue qu'il trouve sa robe très bien, mais un autre intervient pour lui demander si, à propos de ce qu'il appelle une robe, elle cherche à lancer une nouvelle mode ou si c'est simplement pour faire marrer le service. La jeune femme lui demande alors s'il est en train de se foutre d'elle, ce qu'il confirme en gros, s'attirant en retour l'insulte de Condra. Le responsable examine ensuite le bras d'Aimé, qui prétend avoir enfin donné son sang, et constate qu'il n'y a aucune trace de piqûre. Aimé se défend en expliquant qu'il cicatrise très vite grâce à un nouveau système d'aiguilles américaines qu'il nomme à sa façon. Le chef lui brandit alors les résultats du laboratoire, lui révélant qu'aux dernières nouvelles il était de groupe AB négatif, alors que la poche fournie contient du O positif. Aimé tente une pirouette en expliquant qu'il en avait marre d'être AB négatif et que le O positif est beaucoup plus branché en ce moment. Le responsable lui fait comprendre qu'il sait pertinemment qu'il se fout de sa gueule. Un collègue passe et lui glisse qu'il n'aimerait pas être à sa place, tandis qu'Aimé se plaint à nouveau que ça pique. Cherchant une solution de secours pour remplacer le sang qu'il n'a pas donné, Aimé s'isole et passe un coup de téléphone à une connaissance prénommée Cécile. Il se présente comme Aimé de l'hôpital. Alors qu'un collègue tente d'entrer dans la pièce, Aimé lui demande fermement de sortir, mais l'autre refuse. Aimé reprend sa conversation téléphonique, demandant à Cécile si elle a toujours ses bouclettes rigolotes, ses yeux bleus, son petit chien et surtout si elle est toujours de groupe AB négatif. Pendant ce temps, un homme en gabardine au look mystérieux déambule dans les couloirs. Il aborde une secrétaire pour lui demander, avec une politesse exagérée, de bien vouloir lui indiquer le bureau du patron le plus proche. La secrétaire, surprise par son ton, lui demande si c'est à elle qu'il parle, mais l'homme poursuit son chemin. Un agent de sécurité l'interpelle pour lui demander où il va, le traitant d'animal et lui ordonnant de rester là, lui demandant s'il se croit dans une souricière à entrer et sortir comme bon lui semble. L'agent lui demande enfin qui il est. L'inconnu répond qu'on peut le considérer comme une sorte de nettoyeur venu suite à l'annonce télévisée. L'agent lui rétorque qu'ils n'ont pas besoin d'hommes de ménage et lui demande de partir, affirmant qu'il n'en a rien à foutre de son regard. L'homme en gabardine ne se démonte pas, et l'agent finit par se radoucir, lui proposant même de l'aider à porter sa valise, mais l'inconnu lui ordonne sèchement de ne pas toucher à ça. L'agent lui précise que ce n'est pas la peine de s'énerver et que, de toute façon, le patron n'est pas visible pour le moment, à moins qu'il puisse lui être d'une quelconque utilité. L'homme mystérieux révèle alors qu'il est là pour une donation, ce qui pousse l'agent à plaisanter sur le fait qu'il ne doit plus lui rester une seule goutte de sang. Cécile, l'amie d'Aimé, finit par arriver à l'hôpital. Aimé l'accueille chaleureusement et lui propose de s'installer confortablement en attendant l'heure du déjeuner. Il l'invite à relever sa blouse et ses manches, lui faisant remarquer qu'elle a mis du temps avant de le rappeler. Cécile lui répond avec humour qu'elle attendait juste qu'il se replante en voiture, ajoutant que si c'est pour qu'il la soigne comme la dernière fois, elle est tout à fait prête à faire un nouvel accident. Curieuse, elle lui demande des nouvelles de sa vie. Aimé lui confie que rien n'a changé et qu'il est toujours aussi accro au cinéma, sa grande passion.
Cécile s'étonne, se rappelant qu'il était plutôt passionné de kung-fu à l'époque. Aimé confirme qu'il pratique toujours, expliquant que la journée il était en blouse et le soir en kimono, mais qu'au bout d'un moment il en a eu marre d'être tout le temps habillé en blanc. Il ajoute que l'avantage d'un film, c'est qu'on peut le regarder dans la tenue que l'on veut. Cécile lui demande alors ce qu'il a vu récemment, et Aimé répond qu'il a regardé Dracula, un film qu'elle avoue ne pas aimer du tout, le trouvant horrible avec ce vampire qui poursuit une femme juste pour son sang. Aimé rebondit sur la réplique en murmurant que parfois un homme a besoin du sang d'une femme, lui complimentant au passage ses belles veines. Cécile le remercie en souriant. En observant l'agitation ambiante, elle s'enquiert de toute cette effervescence dans l'établissement. Aimé plaisante en disant que c'est la chaîne américaine CNN qui réalise un portrait de lui en ce moment, avant de lui avouer la vérité sur la collecte de sang. Il saisit l'opportunité pour lui demander si elle ne voudrait pas faire un petit don pour dépanner. Cécile feint l'indignation, lui demandant s'il l'a fait venir de New York juste pour ça. Aimé l'installe sur le lit d'examen en lui rappelant qu'ils ont tous les deux un groupe sanguin très rare et que cela peut aider à sauver des vies. Soudain, le professeur responsable du service entre dans la pièce, l'air totalement abattu. Il constate la situation et devine que Cécile est une ex-petite amie venue de loin et qu'elle est de groupe AB négatif. Aimé confirme la coïncidence. Cécile propose alors à Aimé d'aller dîner plus tard, mais le professeur interrompt la conversation car il a un besoin urgent de parler à Aimé. Le médecin s'effondre sur une chaise, affirmant qu'il est totalement foutu à cause de sa prestation minable lors de la dernière interview télévisée. Aimé tente de le rassurer en lui disant que le public est habitué à voir n'importe quoi et que cela passera sans problème. Un patient entre alors pour se plaindre de l'inconfort de ses soins, mais le professeur le renvoie fermement à sa chambre, l'invitant à faire preuve de pudeur et à prendre sur lui. Le médecin retombe dans son abattement, confiant à Aimé que même pour son sang on n'a pas voulu de lui, sous prétexte qu'il avait dépassé la date limite. Aimé